Bah, il vaut mieux être un confiné qu'un confini. Ouais, non, elle est pas de moi, mais elle m'a beaucoup plu. Bon, elle a un petit côté moraliste, mais franchement, on la valide, non? Allez, moi ça me va. Salutations distinguées. Alors oui, après avoir analysé de la physique relative et de la mécanique quantique, il est temps de s'intéresser à un petit peu de biologie. Évidemment, la période s'y prête, on va pas se mentir, avec le coronavirus, Covid-19, appelle-le comme tu préfères, c'est le moment idéal de parler un petit peu de bactéries et de virus. Pour ce faire, on va découper ça en plusieurs étapes. Et on va se baser principalement sur la séparation entre bactéries et virus. Les bactéries sont plus grandes que les virus. En effet, les plus petites bactéries observées mesurent environ 0,1 micromètre. Et encore, ça ce sont parmi les plus petites connues. Les virus, eux, sont les plus petits micro-organismes et sont généralement un millième de fois plus petits que les bactéries. Leur ordre de grandeur ne dépasse pas le nanomètre, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Tout d'abord, pour bien comprendre leur nature, on va devoir définir ce qu'est le vivant. Le vivant, c'est ce qui peut avoir de l'énergie, c'est ce qui peut se reproduire, ce qui peut grandir et ce qui peut créer de la matière vivante. C'est-à-dire par exemple comme en transformant les aliments en nutriments. Les bactéries, quant à elles, remplissent bien ces éléments et conditions du vivant. En effet, ce sont des organismes unicellulaires prokaryotes, c'est-à-dire que leur unique cellule ne contient pas de noyau. Et en plus de ça, elles peuvent se déplacer grâce à la flagelle. Voilà, c'est ça la flagelle, c'est une sorte de queue. Et d'autres se déplacent différemment, par exemple en zigzagant grâce à leur forme. Elles sont aussi capables de se reproduire par mitose. La mitose, c'est une division cellulaire. Elles peuvent se diviser cellulairement par elles-mêmes. De plus, la bactérie respire par l'action de ces enzymes. On voit donc bien ici que les bactéries sont bien des êtres vivants, unicellulaires. Le virus, lui, ne fait pas officiellement partie du vivant, même si c'est un sujet à controverse. Parce qu'en effet, le virus ne se déplace pas, ne respire pas, ne grandit pas, et même ne se reproduit pas. Alors, ça c'est un sujet un peu plus complexe, qu'on verra plus en détail après. Mais bien sûr, le virus a une méthode de multiplication. Mais on ne peut pas dire qu'il se reproduise, en tout cas pas de manière autonome. C'est-à-dire que pour se reproduire, il va parasiter une cellule hôte. Et c'est la cellule hôte qui va faire tout le boulot. C'est-à-dire que lui, il ne fait rien. Lui, il va juste donner son code génétique à une cellule hôte et celle-ci va s'occuper de toute la reproduction. À bien noter une différence. Parce qu'on peut se dire, bah non, c'est une reproduction. C'est juste, il parasite une cellule, il y a plein de créatures qui font ça. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'il y a des créatures, en effet, comme certains insectes. Il y a par exemple une guêpe qui, elle, va déposer ses œufs à l'intérieur des tarentules. Bon. Eh bien, c'est très différent. Parce que la guêpe qui va poser ses œufs dans la tarentule, ce sont déjà des œufs fécondés. C'est-à-dire que ce que la guêpe dépose, c'est plus ou moins déjà ses enfants ou ses enfants en devenir. C'est-à-dire que la guêpe elle-même a déjà été fécondée par une guêpe mâle, et elle, tout ce qu'elle va faire, c'est déposer ses œufs dans un endroit où il y a de la nourriture. Et en ce qui concerne cette guêpe, l'endroit où il y a de la nourriture, c'est à l'intérieur d'une tarentule. C'est ça la grande différence. C'est que le virus, lui, il n'a rien créé avant de le déposer. Il a juste donné du code génétique. Voilà, mais ça, on va le voir un petit peu plus en détail après. Ce qui veut dire par là que le virus, aujourd'hui, n'est pas officiellement considéré comme une entité vivante. Cela dit, il y a un argument en faveur de ceux qui défendent le fait que le virus est vivant, c'est qu'il a des ancêtres communs. Le virus a, comme la plupart du vivant, comme tout le vivant, il a évolué avec le temps. Tous les virus ont des ancêtres, et des ancêtres communs. Et ça fait aussi partie d'un des critères du vivant. Donc c'est un peu l'argument qui va aller en faveur du virus pour le mettre dans le vivant. Mais aujourd'hui, on considère le virus comme une entité biologique, c'est-à-dire une sorte d'intermédiaire entre le minéral et le vivant. Une bactérie est une cellule avec une membrane, de l'ADN, mais pas de noyau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les bactéries sont des êtres unicellulaires prokaryotes. Les virus, eux, ne sont pas des cellules. Ils sont simplement composés d'une coque avec dedans de l'ADN ou de l'ARN. Alors pour ceux qui se demandent, de l'ARN, c'est simplement une copie transitoire d'un bout d'ADN correspondant à un ou plusieurs gènes.
Concernant les méthodes de transmission, là c'est un peu plus simple, parce que les virus et les bactéries se transmettent plus ou moins de la même manière. Par contact direct entre les individus, ou de manière indirecte, via la propagation dans l'air, le contact avec un objet qui a lui-même été en contact avec l'agent pathogène, etc. C'est pour ça qu'on vous dit d'utiliser du gel hydroalcoolique, car il aura pour effet de détruire ce qu'on appelle la flore résidente, c'est-à-dire la flore constituée d'espèces toujours présentes sur notre peau. La flore transitoire, quant à elle, est composée d'espèces qui font un bref séjour cutané. Comme vous l'aurez compris, il y a énormément d'espèces vivantes en permanence sur notre peau. Comprendre par là qu'avec le gel hydroalcoolique, on détruit tout le vivant qu'il y a sur notre épiderme. On détruit même la flore permanente de notre peau, c'est-à-dire les bactéries positives qui participent à nos défenses immunitaires. Mais pas de souci, cette flore permanente se réforme très vite. Par ailleurs, bien qu'elle soit bénéfique, la flore que nous avons sur la peau ne doit pas y pénétrer, via une blessure par exemple ou une plaie. Elle pourrait alors s'avérer dangereuse. En opposition à ça, se laver les mains avec du savon ne fait qu'évacuer cette flore par frottement via le système complexe du savon qui a un effet de capture des micro-organismes. Pour un petit résumé, le gel hydroalcoolique détruit la flore et les créatures présentes sur notre peau, là où le savon les capture et si on frotte bien, les dégage. Les bactéries et les virus pénètrent dans notre organisme par les mêmes voies, que ce soit la voie respiratoire, la voie digestive, la voie cutanée, comme le tétanos par exemple, ou encore la voie génitale. Tout dépend de l'agent pathogène. Par contre, bactéries et virus infectent différemment. La bactérie, elle, a besoin d'eau, de nourriture et d'une température comprise entre 20 et 40 degrés. Ainsi, elle va se développer dans le corps toute seule, par mitose, c'est-à-dire par division cellulaire toutes les 20 minutes. La mitose, c'est la division cellulaire. Elle se reproduit alors de manière complètement autonome et une seule bactérie peut former 69 milliards d'individus en 12 heures. En dessous de 10 degrés, la mitose des bactéries est ralentie. En dessous de moins 10 degrés, la mitose est à l'arrêt. Mais les bactéries ne meurent pas. Le virus, lui, a une autre stratégie. On l'a déjà un petit peu vu tout à l'heure, mais on va essayer de la voir un petit peu plus en détail. Parce que comme on l'a vu, le virus ne se reproduit pas. Il va avoir une autre action. Il va avoir besoin pour cela d'une cellule hôte. Pour ce faire, le virus va se coller à une cellule de notre corps, appelée du coup cellule hôte. Il va libérer de l'ARN ou de l'ADN dans cette cellule, c'est-à-dire du matériel génétique. Et il va l'intégrer dans le noyau de cette cellule. La cellule va alors devenir comme possédée par ces nouvelles instructions dues au code génétique libéré par le virus. Et notre cellule va devenir elle-même une usine à virus. La cellule va finir par en mourir au fur et à mesure qu'elle se met à contenir de plus en plus de virus en elle. Et elle va finalement finir par éclater, libérant alors des millions de virus en quelques jours. Le virus utilise donc le système de reproduction de la cellule, pas son système, le système de la cellule entièrement. C'est la cellule qui va entièrement de A à Z reproduire le virus. Les virus sont chacun spécifiques à un type de cellule. Sur leur membrane, ils ont chacun une sorte de clé pour pénétrer un type précis de cellule. C'est pourquoi tous les virus ne sont pas efficaces au même endroit. Le virus va alors s'accrocher aux parois des cellules pour lesquelles il est adapté. Le Covid-19, par exemple, est adapté aux cellules de nos poumons. Il va s'accrocher sur celles-ci, ce qui va déclencher une inflammation importante localement. Les défenses immunitaires durant leur lutte vont augmenter ces inflammations. Plus le virus va demander une réponse immunitaire nombreuse, plus les inflammations vont être importantes, parfois même démesurées. En plus du fait que le virus détruit peu à peu toutes les cellules concernées et envahit notre corps, ces inflammations, dans le cas du Covid-19, peuvent se traduire par l'apparition d'eau dans les poumons. Si le poumon devient inondé, le poumon ne fonctionne plus. Le virus peut alors déclencher une détresse respiratoire. Voilà comment agit un virus avec cet exemple du Covid-19, le coronavirus. Bien sûr, certains virus vont être bénins pour certains et terribles pour d'autres. Cela dépend des capacités de réaction de chacun qui diffèrent en fonction de tous les individus. La bactérie pathogène, elle, a appris à survivre à nos défenses immunitaires.
comme la salive, les bains d'acide de notre estomac, et même à traverser intactes les premières cellules hôtes conçues pour les détruire en les phagocidant, c'est-à-dire en les mangeant. Certaines bactéries pénètrent dans ces cellules défensives et s'y reproduisent jusqu'à la tuer et se ruer en nombre sur d'autres cellules. Certaines bactéries sont adaptées à certains passages pour entrer dans le corps et seront stoppées par d'autres. Elles commenceront alors à évoluer dans la destination pour laquelle elles sont prévues. Et bien sûr, plus les bactéries se multiplient, plus elles inflamment. Et plus le système immunitaire doit se défendre en masse, plus l'inflammation devient importante. C'est très proche des virus. C'est ce qui provoque par exemple l'angine ou les otites. D'ailleurs, certaines bactéries peuvent carrément produire des toxines dangereuses qui passent dans le sang. Le développement en nombre important et conséquent de bactéries qui envahissent alors le corps ou une partie du corps peuvent aller jusqu'à l'arrêt de certaines fonctions vitales si les défenses immunitaires ne parviennent pas à les stopper. Et il est important de noter également que les bactéries peuvent non seulement évoluer par une erreur dans leur réplication de code génétique, ou bien en s'incorporant un bout de code génétique d'un autre micro-organisme, ce qui les rend difficiles à combattre. Parlons un peu de lutte médicale. Je ne vous apprendrai à rien en vous parlant d'antibiotiques, de vaccins ou d'antivirales. Mais on va quand même essayer d'analyser en détail leur processus. Certains antibiotiques ralentissent la croissance des bactéries en perturbant les mécanismes nécessaires à leur multiplication, en venant se coller sur les parties en question à l'intérieur de la bactérie. Ainsi, ils bloquent en partie certains mécanismes de leur réplication. D'autres types d'antibiotiques viennent directement tuer la bactérie, en détruisant la membrane des bactéries qui meurent alors. Les antibiotiques n'agissent que sur quelques types de bactéries pour lesquels ils sont prévus. Mais parfois, ils peuvent aussi détruire d'autres micro-organismes bénéfiques à notre corps par dégâts collatéraux et laisser ainsi le champ libre à d'autres agents infectieux qui ne pouvaient pas se développer tant que ces micro-organismes étaient présents. A l'inverse, les antibiotiques n'agissent pas sur les virus parce que comme on l'a vu, les virus ne sont pas des cellules, alors que les antibiotiques ne peuvent agir que contre des cellules. De plus, les antibiotiques sont spécifiques à certaines bactéries. Ils n'agissent donc pas contre nos propres cellules, qui sont pourtant les responsables de la propagation du virus. Les virus n'ont pas de paroi cellulaire. Les antibiotiques ne peuvent donc pas agir directement sur un virus. Ou alors, il faudrait créer des antibiotiques pour lutter contre nos propres cellules, qui font naître de nouveaux virus. Enfin, détruire nos propres cellules serait évidemment contre-productif. Pour lutter contre les virus, il y a bien sûr la vaccination. Mais une fois le virus dans le corps, il y a peu de choses que nous pouvons apporter. Les antiviraux peuvent être une réponse, mais sont peu fiables, car leur fonction est de bloquer la propagation du virus lorsque le virus a commencé à agir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser sur des virus pendant qu'ils sont dans une phase de latence, comme le virus du sida par exemple. Il faut prendre l'antiviral très rapidement après les premiers symptômes, 48 heures après. Car plus les virus sont nombreux, plus ils sont difficiles à combattre et surtout plus ils sont adaptables. De plus, les virus peuvent très vite s'adapter à un antiviral. Ainsi, on utilise souvent plusieurs antiviraux différents afin de perturber l'adaptabilité du virus, qui a alors plusieurs ennemis différents. Son adaptation devient réduite parce qu'il y en a de plus en plus, il ne sait plus où donner de la tête. Les antiviraux ont 3 types d'actions. Ils peuvent soit empêcher le virus de pénétrer dans la cellule, ou alors d'autres peuvent l'empêcher de se reproduire en agissant au début de la réplication du matériel génétique du virus. Et encore, d'autres peuvent agir au moment où les virus s'assemblent ou sortent de la cellule en faisant en sorte que ces virus ne soient pas fonctionnels. Dans tous les cas, l'antiviral est incapable de détruire un virus. Dans le meilleur des cas, il l'empêche de se propager, mais il ne l'éradique pas. Seul un vaccin est capable d'éradiquer un virus, en plus de leur capacité à détruire d'autres agents infectieux. Mais le vaccin doit être pris en prévention, et pour ça il doit être administré avant l'apparition du virus dans le corps, pour entraîner le corps à combattre le virus. Car au final, ce n'est pas le vaccin qui détruira le virus, ce sera bien nos défenses immunitaires qui seront stock et surentraînées, prêts à affronter l'octogone. Alors, certains vaccins peuvent dans de rares cas être curatifs et agir pendant une infection, et non plus en prévention donc. On les appelle alors immunothérapies. Leur façon d'agir est de stimuler nos défenses immunitaires en les désinhibant.
en venant justement combattre les molécules inhibitrices pour permettre ensuite à nos anticorps de réellement lutter ou bien de lutter plus efficacement. C'est simplement un accès à nos anticorps d'avoir une meilleure lutte. La dernière solution reste bien sûr notre système immunitaire qui est capable de vaincre. On peut alors utiliser des médicaments pour alléger les symptômes. Concernant leur apparition, virus et cellules coexistent depuis probablement toujours. Et puis bien sûr, les virus évoluent continuellement afin de s'adapter aux différentes cellules. C'est ainsi qu'apparaissent de nouveaux virus. Les bactéries évoluent également. En effet, leur environnement impacte leur morphologie, qui va alors s'adapter au milieu dans lequel elles doivent vivre. En extérieur, c'est assez compliqué, parce que chaque agent infectieux est vraiment particulier. On va essayer de voir quelques petites infos qu'on pourrait dire de manière presque générale. En général, bactéries et virus voient leur durée de vie réduite en milieu extérieur. Souvent, les agents infectieux apprécient le froid et peuvent même y vivre plus longtemps qu'à température ambiante en milieu extérieur. Certains virus peuvent développer une membrane plus résistante en période de froid, d'autant plus que les basses températures peuvent fragiliser le corps, comme irriter les muqueuses nasales et les bronches. C'est ce qu'on appelle attraper froid. C'est pourquoi certaines maladies apparaissent davantage durant les saisons à basse température. À des températures très basses, l'agent infectieux ralentit ou se met à l'arrêt, mais ne meurt pas. Le froid peut même conserver certains micro-organismes qui pourront alors redevenir un jour fonctionnels. Les très hautes températures chaudes peuvent néanmoins le tuer. Alors encore une petite question à traiter, comment est-ce qu'on en arrive au stade de pandémie ? On va regarder un petit peu de près les virus pour ça. Ceux-ci mutent très facilement, c'est-à-dire qu'ils adaptent leur code génétique de manière à être plus efficaces contre nous. Lorsque Monsieur Jean-Louis est contaminé, dans son corps, le virus se réplique énormément. Parmi eux, beaucoup vont muter. Les virus ayant la mutation la plus adaptée vont survivre davantage par rapport aux autres. Ils vont donc se multiplier beaucoup plus que ceux qui n'ont pas eu cette super évolution. Et donc, quand Monsieur Jean-Louis va transmettre son virus muté à quelqu'un d'autre, eh bien, ces autres personnes vont à leur tour le transmettre à d'autres personnes, toujours ce même virus muté. Et ces personnes qui auront le virus muté, eh bien, ce virus muté va à nouveau muter pour devenir de plus en plus efficace et engendrer des contaminations bien plus nombreuses. La lutte contre le virus devient alors très difficile. Autre possibilité, deux virus différents mais assez similaires se retrouvent dans une même cellule hôte pour se reproduire. Et bien ces virus, qui se retrouvent tous les deux ici par hasard, peuvent alors mélanger leur code génétique, ce qui donnera naissance à un nouveau virus, possédant plusieurs caractéristiques et avantages des virus précédents, le rendant ainsi bien plus efficace. Pour la bactérie, on peut comprendre également le phénomène de pandémie, car elles ont aussi la capacité de muter lors de leur réplication, leur permettant ainsi de s'adapter de plus en plus. Ou encore, elles peuvent muter par échange de gènes avec un autre micro-organisme. Et donc évidemment devenir de plus en plus difficile à combattre. Je pense que vous avez pu voir ici comment est-ce qu'on en arrive au stade de pandémie. Et surtout comment un virus peut devenir quasiment inarrêtable. Et bien sûr, parmi eux, il y en a un paquet qui sont aussi nos potos. Ah bah attends, les bactéries par exemple, elles fabriquent le fromage, une bonne fourme d'Ambert. Soyons reconnaissants un peu. Certaines peuvent séparer l'oxygène de l'eau, d'autres nous aider lors de la digestion, ou encore faire un effet barrière pour éviter l'implantation d'agents pathogènes et plein d'autres fonctions encore. Ah oui, parce qu'il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules dans notre propre corps. C'est quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a 90% de cellules dans notre corps qui ne sont pas les nôtres. Bon, alors maintenant, je vais vous chauffer un peu. Ouais, il est temps, quoi. Est-ce que vous saviez que certaines bactéries sont aussi responsables de l'odeur d'une bonne grosse aisselle bien grasse? Eh oui, Jamy, parce que la sueur n'a pas d'odeur en réalité. Et non, ce sont les bactéries, certaines bactéries qui vivent au niveau de nos aisselles et qui adorent la sueur parce qu'elles s'en nourrissent, tout simplement parce que ces bactéries, en se nourrissant de la sueur, produisent des composés chimiques odorants.
Les virus aussi sont très bénéfiques pour certains, mais bien sûr, ils peuvent infecter des organismes qui nous seraient néfastes, ou encore ils permettent l'accélération de l'absorption de carbone par les algues océaniques qui contribuent à purifier l'air que nous respirons. Ça fait quand même un paquet de points positifs. Donc il faut quand même un petit peu les choyer, hein, ces petits virus et bactéries. Enfin pas trop, parce qu'il y en a qui mettent un coup derrière la nuque, hein, quand même. Ouais. Voilà les gens, j'espère que le format sur la biologie vous convient et que cette vidéo virus et bactéries vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, je compte sur vous. Et puis en attendant, moi je vous transmets mes salutations les confinés. Les confinés, non c'était un lapsus, les confinés.